On vit aujourd'hui dans un monde qui est défini par un immense réseau d'échanges à l'échelle planétaire. Que ce soit les appareils dans nos poches ou la nourriture dans nos assiettes, presque tout ce qui nous entoure est le produit d'une chaîne de montage mondiale. Dans cette analyse, on va décortiquer comment cette incroyable machine a été construite pièce par pièce. Allez, pour commencer, penchons-nous sur un exemple assez fascinant qui vole à plus de 10 000 mètres au-dessus de nos têtes. C'est un avion américain, oui, conçu par une entreprise américaine. Mais si on s'arrête là, en le qualifiant simplement d'américain, on passe vraiment à côté de l'essentiel de l'histoire. En réalité, il faut voir cet avion moins comme un produit unique que comme une sorte d'assemblée des Nations Unies, mais pour la fabrication. Chaque pièce essentielle, des ailes fabriquées au Japon, au fuselage qui vient d'Italie, provient d'un pays différent, spécialisé dans sa construction. Du coup, la question qu'on se pose est évidente. Quelles forces sont assez puissantes pour pouvoir coordonner une chaîne d'approvisionnement internationale aussi complexe? Comment est-ce possible? Pour comprendre ça, il faut faire un petit bond en arrière et regarder l'une des plus grandes histoires économiques de ces 75 dernières années. Ce chiffre, c'est la croissance du commerce international de marchandises entre 1949 et 2019, une fois qu'on a ajusté pour l'inflation. Et attention, ce n'est pas juste une petite augmentation, non, c'est une transformation radicale de l'économie mondiale. Et là, on voit bien l'échelle du phénomène. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le commerce mondial a connu une croissance absolument incroyable. Et finalement, assez constante malgré quelques crises de temps en temps. Et attention, cette explosion des échanges n'est pas arrivée par magie. Elle a été déclenchée par une libéralisation du commerce qui était totalement délibérée et par la création de nouvelles règles mondiales conçues pour que tout ça soit plus simple. Alors, passons aux deux éléments qui ont vraiment alimenté ce moteur mondial. On peut parler du cadre d'un côté et du carburant de l'autre. D'abord, il a fallu un cadre, des règles du jeu si on veut. Et ça s'est fait avec une série d'accords vraiment historiques qui ont rendu le commerce plus facile, plus prévisible et moins cher. Grâce à ça, les droits de douane dans le monde sont passés d'environ 40% en moyenne à moins de 4% aujourd'hui. Et puis, il y a le carburant, c'est-à-dire les motivations profondes des entreprises elles-mêmes. On peut les regrouper en 4 grands moteurs. En fait, tous ces moteurs ont créé une sorte de course en avant. Ça a poussé les entreprises à voir bien au-delà de leurs frontières, simplement pour survivre et se développer. C'est devenu une quête permanente d'efficacité et d'envergure mondiale. Ok, donc on a les règles et les motivations. Mais au fond, il y a une idée économique, une logique vraiment fondamentale qui explique pourquoi il est souvent plus malin d'acheter quelque chose à un autre pays, même si on serait capable de le fabriquer soi-même. Et cette idée, elle n'est pas nouvelle du tout. Elle remonte à Adam Smith et à son concept d'avantage absolu. Pour faire simple, si quelqu'un d'autre fait quelque chose de manière plus efficace, il vaut mieux commercer avec lui. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est avec l'économiste David Ricardo. Il a poussé le raisonnement un cran plus loin avec une théorie absolument cruciale. C'est cette théorie qui explique pourquoi presque tous les échanges sont bénéfiques, même quand un pays semble meilleur dans tous les domaines. Alors, regardons ça de plus près. Pour la Grande-Bretagne, fabriquer une machine, ça veut dire renoncer à produire 20 tonnes de blé. C'est ça son coût d'opportunité. Pour le Brésil, ce même coût, c'est 30 tonnes de blé. Donc, même si la Grande-Bretagne est techniquement meilleure dans les deux, il est relativement moins coûteux pour elle de fabriquer des machines. C'est ça l'avantage comparatif. Du coup, le plus malin, c'est qu'elle se concentre là-dessus et qu'elle échange ses machines contre le blé du Brésil. Au final, tout le monde y gagne. Voilà, c'est exactement cette logique qui permet de construire le Boeing 787. Et bien sûr, ça ne s'arrête pas du tout aux avions. Cette chaîne de montage mondiale, elle est absolument partout autour de nous. En fait, les mêmes principes de spécialisation, de recherche du meilleur coût, de concurrence, tout ce qui assemble un Dreamliner, on le retrouve dans d'innombrables objets de notre quotidien. Pensez par exemple à la technologie qu'on utilise tous les jours. Les composants d'un smartphone ou d'un ordinateur viennent de dizaines de pays, chacun ayant un avantage comparatif, que ce soit pour les puces, les écrans ou les batteries. C'est la même chose pour les vêtements. Le coton peut être cultivé dans un pays, le filage se fait dans un autre et l'assemblage final encore ailleurs. Chaque étape est optimisée à l'échelle du globe. Et bien sûr, la nourriture. Nos supermarchés, c'est un peu le témoignage le plus visible de cette chaîne d'approvisionnement mondiale. Ils sont remplis de produits du monde entier, peu importe la saison. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, une question très actuelle. Après des décennies passées à construire cette immense machine mondiale, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister au début de son démantèlement? L'avenir nous le dira.